Aujourd'hui, le squad, on accueille un vainqueur de la Coupe de France de basket et de la Betclic Elite avec l'association sportive de Monaco en 2022. Zlatan, l'un de leurs kinés, est spécialisé dans une technique avancée pour traiter la douleur, encore peu connue du grand public, le dry needling. Zlatan, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Ok, merci déjà pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis un des trois kinés de l'AS Monaco. Ça fait 6 ans que je travaille dans le basket de haut niveau. J'ai fait mes études en Belgique. D'abord, j'ai fait STAPS et puis après, j'ai fait une passerelle en kiné. Mhm. Et là, j'ai fini ma formation d'ostéopathe. Donc, je suis en dernière année d'ostéo. Ok, génial. Donc, ouais, ça te permet d'avoir quand même une vision très holistique de la performance, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Oui, en fait, je me suis un peu spécialisé surtout dans la rééducation des sportifs de haut niveau. C'est vrai que j'ai fait pas mal de formations en plus, donc dont le dry needling, j'ai fait un peu Exos. Et le dry needling, c'est vrai que je l'utilise quand même quotidiennement. Ouais, bah justement, pour qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet et que tu puisses expliquer aux auditeurs qui sont pas adeptes de ce genre de choses, parce que tout simplement, ils n'ont jamais encore vu de spécialiste dans ce domaine, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que le dry needling. En fait, déjà, je me permets pas d'être le spécialiste, mais c'est vrai que je le pratique assez souvent depuis au moins 5 ans. Le dynamic, en fait, je vais commencer à expliquer un peu la base. En fait, donc, il y a les trigger points dans le corps humain. Les trigger points, il y en a deux sortes. Donc, il y a les trigger points actifs et les trigger points non actifs. Les trigger points actifs, en fait, quand on les appuie, ils provoquent la douleur dont le patient il se plaint. Et les trigger points non actifs, ben, si on les appuie, ils vont provoquer une douleur, mais le patient ne reconnaît pas cette douleur. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Et en fait, avec le draining, on va surtout traiter les trigger points actifs, c'est-à-dire que quand le patient il vient pour une douleur, on va essayer de chercher les trigger points. Et puis, quand on appuie sur le trigger point en question, on demande au patient est-ce qu'il reconnaît cette douleur-là. Et en fait, la plupart du temps, il dit ah, ben, c'est cette douleur-là en fait qui me gêne, qui me dérange. Et en fait, donc, on essaie de traiter le trigger point. Donc, il y a deux façons de le traiter. Soit en appuyant dessus, donc de manière ischémique, donc soit en prenant une aiguille d'acupuncture et on Mhm. essaye d'introduire l'aiguille à l'intérieur du trigger point. Le but est de rechercher un twitch, c'est-à-dire une contraction musculaire, justement pour essayer de désactiver les trigger points. Ok, Après, il y a le trailing. En fait, il y a deux façons de faire avec le trailing. Donc, il y a la méthode qu'on appelle canadienne un peu, c'est-à-dire il rentre les aiguilles dans le muscle et il les laisse. Alors que la méthode suisse, donc la formation que j'ai fait, en fait, c'est on essaie d'introduire l'aiguille à l'intérieur de trigger point, justement pour essayer de provoquer le twitch. Et on essaie de provoquer le plus de twitch possible, mais c'est quelque chose quand même. En fait, c'est comme une crampe musculaire et donc ça peut parfois être très douloureux. Donc en fait, il faut voir jusqu'où le patient il supporte le ouais. draining. C'est vrai que moi, je suis pas du tout spécialisé là-dedans, mais pour autant, je connais de nombreux collègues qui utilisent cette technique-là. Pour les avoir vus l'utiliser, souvent, ils vont utiliser plutôt vraisemblablement la méthode suisse, où ils vont enfoncer et il va y avoir des twitch, des contractions un peu réflexes finalement, au Ouais, c'est niveau ça. musculaire. Ils vont y aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ces twitch-là. Ouais, c'est ça. En fait, on essaye en fait de rentrer et sortir l'aiguille justement pour provoquer les twitch. Donc, on va avoir des contractions musculaires et jusqu'à ce qu'on épuise en fait la réaction musculaire. Ok. Mais parfois c'est assez sensible en fait. Et tout dépend de qui on a en face de moi. Enfin, si je vais en face de moi un de mes basketteurs, si je vais travailler par exemple un trigger point au niveau de son mollet, mais je vais pas essayer de chercher beaucoup de twitch parce que le lendemain ou après, on se retrouve avec des courbatures, en fait. Honnêtement, les mollets, ça réagit assez vite. C'est-à-dire que le lendemain, parfois, enfin, après la séance, on arrive presque plus à marcher, quoi. Ouais. Les courbatures, elles sont visibles sur l'ensemble des groupes musculaires ou seulement sur certains groupes comme tu viens de parler de mollets? Sous l'ensemble, on peut les avoir sous l'ensemble, moins sur les muscles courts, mais sous les mollets, ouais, le mollet, le trapèze supérieur, le moyen fessier, le patient, il le sent quand même.
Mais le Ok. mollet, il est vraiment assez sensible, en fait. Toi, dans ton activité, tu disais que tu l'utilises tous les jours. Sur quel type de gène, de demande tu vas traiter ce genre de choses au sein de la SM? En fait, quand j'ai fait la formation, on nous a dit de l'utiliser seulement quand on a un trigger point actif. Et puis, je me suis rendu compte que parfois, c'est vrai, on tombe vraiment sur les trigger points qui provoquent la douleur dont le patient il se plaint. Mais parfois, en fait, on n'arrive pas à trouver ces douleurs-là. Et puis, j'ai regardé des formations et j'ai regardé aussi le reportage sur les fascias. Sur Arte, je crois que c'était les fascias, les meilleurs alliés de l'homme, quelque chose comme ça. Et en fait, il disait que justement, pour relâcher les fascias, on peut utiliser les aiguilles d'acupuncture. Donc, on va interdire les aiguilles intérieures des fascias et en fait, ça se relâche. Donc moi, je l'utilise justement pour les trigger points et je l'utilise aussi un peu pour relâcher tout ce qui est fascia. Du coup, ton utilisation, elle est plutôt sur, entre guillemets, de la bobologie sur un joueur sain, mais que tu viens accompagner pour qu'il puisse être performant sur le terrain, ou plutôt dans une phase de rééducation chez un joueur blessé. Dans les deux cas. Dans les deux Ouais, cas, en fait, j'utilise. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, si ici, justement, j'avais une réhabilitation de genou, hein, donc un joueur qui s'est fait opérer de genou, on lui a fait un nettoyage de genou. Et justement, j'ai utilisé le trigger point au niveau de son quadriceps, justement pour essayer un peu de réveiller le quadriceps, parce qu'il y a des études qui ont montré que après une opération de genou, il y a des inhibitions en fait mhm, musculaires. Et bien sûr. justement, Ouais. pour essayer de lever cette inhibition musculaire, en fait, le dry needling dans l'étude, il était recommandé. Donc, j'ai utilisé pour ça. Après, j'utilise aussi avec la stimulation électrique. Donc, en fait, on Ok, introduit deux aiguilles de part et d'autre du trigger point ou dans le muscle. Et en ouais. fait, on va envoyer de l'électricité entre les deux aiguilles en fait, qui vont provoquer une contraction musculaire. Ok, d'accord. Je ne savais pas que tu utilisais cette partie-là du dry. Du coup, dans quel cas tu vas l'utiliser? Par exemple, si j'ai un mollet chez un basketteur, qu'on a un match le soir ou qu'on a un match le lendemain, je vais préférer en fait cette méthode-là justement parce que ça provoque beaucoup moins en fait les couvertures par après. D'accord. Il y a des aussi, par exemple, si je vais chercher, si je suis pas ouais, enfin, quand on doit utiliser le dynamique, il faut quand même connaître son anatomie. Il y a quand même des muscles qui sont vraiment très techniques. Mhm. Et si je me sens pas à l'aise pour l'utiliser, si je veux le faire de manière avec de part et d'autre du trigger point, alors je vais utiliser les friches aussi. Sur le dos, en fait, tous les Ok. stimulus du dos, j'utilise pas mal en fait la stimulation électrique aussi. Ah, en fait, si je comprends bien, la stimulation électrique, tu vas la mettre sur deux points distants et tu vas En te... fait, donc tu as le trigger point et en fait, tu mets de part et d'autre du trigger point. D'accord. Et Ok. en fait, tu auras l'électricité. En fait, ça va créer des contractures en fait, et tu Ok. vas épuiser le muscle de la même façon que tu aurais utilisé l'aiguille dans le trigger point. En fait. Si je comprends bien, d'une certaine manière, c'est un peu moins précis, mais dans certains cas où c'est plus moins aisé d'aller vraiment trouver le trigger Oui, point de manière punctiforme, bah, c'est une technique qui peut être pertinente. c'est bien ça en fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne provoque pas en fait les couvertures que le Ouais, joueur peut avoir après ouais, avoir tu as piqué assez le bien trigger fait là. point. Très bien. Voilà. Ok, je vois. Et du coup, dans le cadre de pathologie chez un joueur blessé, est-ce que tu l'utilises sur toutes les pathologies que tu peux rencontrer chez le basketteur ou est-ce qu'il y en a certaines sur lesquelles, pour toi, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser le Dranidine? J'utilise quand même souvent, en fait, c'est souvent la palpation et souvent le ressenti musculaire que je regarde. Est-ce qu'il y a une indication ou pas? Est-ce qu'il y a des douleurs? En fait, c'est aussi une façon de relâcher les muscles. C'est pas propre en soi comme je l'ai dit, je l'utilise aussi pour les fascias. Donc, en fait, après, s'il y a une chirurgie ou quoi, justement, je vais essayer parfois essayer de relâcher les fascias, essayer de réactiver le muscle comme il y a une inhibition musculaire. Je pense qu'on peut l'utiliser dans presque toutes les pathologies, mais après, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire est-ce que il y a des antécédents, est-ce qu'il y a
prise des médicaments. Donc, tout ce qui est anticoagulant, normalement, on ne peut pas l'utiliser. Est-ce qu'il y a une infection? Donc, Ok. il faut quand même connaître les contre-indications. Ouais, bien évidemment. Du coup, bah, c'est bien que tu en parles. Et puis, je pense que c'est important qu'il y ait un cadre et que ce soit des gens qui aient cette formation qui puissent le faire, que ce soit pas des personnes qui utilisent ça à tort et à travers. C'est intéressant que tu parles des risques et des contre-indications. Est-ce qu'il y a d'autres contre-indications qui te viennent en tête Mais donc, tout ce qui est infection, état fiévreux, enfin, de maladie, donc si le maladie de patient il est peau? malade, maladie de peau, donc anticoagulant, la femme enceinte, sur certains points, en fait, sur certains muscles, en fait, il faut pas piquer. Et la première contre-indication, c'est si le patient, en fait, il est pas d'accord, en fait, qu'on Ouais, utilise, s'il a peur des aiguilles, en fait, ça, c'est une des premières contre-indications. D'ailleurs, j'ai une de mes amies, en fait, c'est une petite anecdote. Elle a ouais. fait, elle a fait la formation en fait drying et donc directement elle est rentrée au cabinet. Donc elle a proposé à une de ses patientes de faire le drying. Et elle m'a dit, putain, la patiente, elle était quand même elle était pas trop, elle aimait vraiment pas les aiguilles, mais elle s'est laissée faire. Mhm. Donc en fait, il y a fait du dry sur un quadriceps. Et en fait, elle a eu la patiente, dès qu'elle a introduit l'aiguille, la patiente, elle a eu un syndrome vagal, en fait. Donc, il faut faire quand même Ouais, 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 attention. ouais, ouais. J'avais dans ma tête une autre chute. Je me disais peut-être que justement, ça va lui faire tellement de bien qu'après, elle était Non, 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 en demande, non, etc. non. Mais justement, la question que je me pose, c'est est-ce que globalement, tu vas avoir ce trigger point, tu vas travailler dessus avec le dry needling et qu'après, ben voilà, il n'y a plus de soucis. Et puis après, par rapport à l'activité, ben, tu vas retrouver d'autres problématiques et voilà, tu vas traiter le joueur. Ou est-ce que tu es obligé quand même de revenir plusieurs fois sur un trigger point? Quand on travaille le trigger point, logiquement, on est censé le désactiver. Mais après, il faut voir quelle est aussi la cause de l'apparition en fait, du trigger point. Donc, il faut quand même. C'est pas magique, ça va pas résoudre tous les problèmes. Donc, il faut quand même retravailler par après. Donc, soit un renforcement musculaire, soit un changement de technique, soit. Donc, il y a quand même un travail derrière qui se fait. C'est une méthode miracle qui va tout changer. La Ouais, posture, mais ou quoi. justement, ouais, Donc, je trouve intéressant malgré tout que tu recadres le truc en disant que c'est pas une pilule magique. Est-ce que justement tu parlais de fascia? Moi, ça me parle beaucoup en tant que kiné. Forcément, toi aussi, en plus de ça, tu t'es formé en ostéopathie. Je trouve que du coup, c'est vraiment pertinent d'avoir déjà cette double casquette plus l'outil de dry needling. Est-ce que d'une certaine manière, tu vas associer les deux de manière permanente ou pas nécessairement? Ah, bien sûr. Enfin, le Dynamics, c'est juste un outil, en fait, pour moi, mais je fais pas que ça, en fait. Je travaille tout le reste. Donc, que ce soit les fascias, que ce travaille la mobilité, que ce travaille de renforcement, en fait, ça s'arrête pas. Je vais pas avoir le jour et je vais juste pas faire du driving et puis je vais dire, ben, c'est bon, rentre chez toi, quand il y a quand même un travail derrière. Parce que le driving, ça prend 5 minutes quand c'est fait. Donc, Ouais. il y a quand même un travail qui doit être et un suivi aussi qui doit être important. Selon toi, quels sont véritablement les gros avantages et bénéfices d'utiliser cette technique-là? Si le patient il vient nous voir justement pour une douleur qui est provoquée vraiment par un trigger point, en fait, il peut vraiment ressortir un bienfait le lendemain, en fait, une diminution de douleur qui est vraiment importante. Je me rappelle quand je travaillais au cabinet, j'avais une patiente qui était venue pour une pathologie du tendinopathie du moyen fessier. Et en fait, j'avais piqué son moyen fessier. Et en fait, la séance suivante, quand elle est venue, il m'a dit que la douleur, en fait, elle était diminuée de moins 80%. Et en fait, après, on a pu commencer à travailler tout ce qui est excentrique et tout ce qui est renforcement par rapport à son moyen fessier, justement, pour remettre de la charge sur le tendon du moyen fessier et pour renforcer le moyen fessier. Ouais, d'une certaine manière, ça peut être une clé pour toi pour dans une période très algique ou de phase de plateau liée à la douleur pour justement déloquer Voilà. un moment et pouvoir progresser. Ouais, mais c'est bien ça. Voilà, ouais. Donc, pour tout ce qui est diminution de douleur, voilà, ça quand même, ça peut avoir vraiment des effets assez impressionnants.
tu vois, tu parles de pathologie. Est-ce que dans le cadre d'une entorse de cheville, par exemple, tu peux utiliser ce genre d'outil? Oui, on peut viser parce qu'il y a des études qui ont montré en fait que tout ce qui est entorse chronique de cheville, en fait, il y a des trigger points au niveau du péronnier. Quand on a des joueurs qui justement ils se font une entorse de cheville, ben, souvent tu as une contraction des péronniers en fait, et les péronniers ils sont vraiment tendus, donc on essaye en fait justement de les relâcher après l'entorse de cheville. Parfois on se retrouve aussi avec des douleurs résiduelles au niveau de l'entorse de cheville externe, ben, on va Ouais, travailler avec draining justement pour relâcher tout ça et ok. pour essayer Et justement de diminuer la douleur. est-ce que ça t'a permis de voir des progrès sur l'amplitude articulaire? Ça, non. Non, pas Non, nécessairement. Ok, pas nécessairement. ok. J'utilise Et d'autres méthodes pour ça. ouais, non, mais parfois on peut Ouais. combiner et je me posais la question si Ouais, c'était mais quelque chose que... après, honnêtement, enfin, tout ce qui est entorse de cheville, oui, quand même, je suis pas le seul à faire la méthode, enfin, à travailler avec draining dans le club, mais c'est vrai qu'on l'utilise avec mon collègue Simon, on le fait quand même. Pour ce qui est entorse de cheville, ben, on le fait en fait. D'accord, génial. Est-ce que vous avez vu une accélération des rétablissements de vos joueurs avec ce genre de méthode? Après, on fait pas juste du driving, on Ouais, fait non, beaucoup j'entends, de mais choses. on va dire avec votre expérience passée, c'est plutôt ça ma question. Est-ce que pour toi, avant cet outil, tu utilisais d'autres outils, tu as rajouté ça à ta boîte à outils, est-ce que tu as vu que ça te permettait d'avoir un rétablissement plus rapide avec tes joueurs? Bah, pour certaines pathologies, oui, comme je t'ai dit, par rapport justement à la patiente qui avait un problème du moyen fessier, enfin, son empathie du moyen fessier, la douleur est directement diminuée, ben, on peut retrouver aussi comme ça avec des joueurs. Je me rappelle l'année passée, on avait un joueur qui se plaignait tout le temps de céphalée, en fait, et en fait, on a piqué son trapèze et bon, il s'est plus plaint, en tout cas, pendant au moins 6 mois de ces céphalées. Ah Donc ouais, voilà. d'accord. Ok. Après, Ouais, donc, on n'a pas fait juste que bien du sûr. driving, on a fait d'autres choses, mais oui, c'est un outil qui peut être vraiment utile, en fait. Ok, je vois. Parfait. Justement, pour étayer un peu le propos, mais hors dry needling, quelles sont un peu les pathologies que vous retrouvez à l'ASM? Entorse de cheville, problème de dos, tout ce qui est tendinopathie, rotulienne. Voilà, c'est les gros. Après, il y a beaucoup de bobologie, des petits choses qui sont. Et là, Voilà. actuellement, vous êtes trois kinés, c'est ça? Ouais, on est 3 kinés à plein temps. À plein temps, pardon. Ouais, ok, ok. Et c'est vrai que vous avez un rythme qui est assez frénétique avec l'Euroleague, etc. Qu'on se rende compte un peu, c'est combien c'est des matchs à quelle fréquence? Donc justement, cette semaine, on a eu une double week. Donc on a joué dimanche en championnat de France, on a joué mardi en Euroleague, on a joué hier soir, donc qui était jeudi, à Madrid, et on rejoue dimanche à la maison en championnat de France. Et Ok, puis après, la semaine prochaine, ça va être un peu plus calme puisqu'on aura un seul match de Euroleague, c'est-à-dire on va jouer vendredi et puis de nouveau dimanche. ok. Et du coup, est-ce que vous mettez en place certaines stratégies de récupération? Oh oui, bien sûr, tout ce qui est froid, tout ce qui est supplément alimentaire. On a aussi investi dans les Normatec. Mais après, on dit aux gars, ce qui est le plus important, c'est quand même c'est dormir et de bien s'hydrater et de bien manger, quoi. C'est Ok. le b.a.-ba de la récup, quoi. Ouais, bien évidemment. J'aimerais que tu nous dises comment tu vois l'évolution de la performance dans le basket d'ici une dizaine d'années, toi qui déjà côtoies ce milieu-là depuis un certain temps. Je pense qu'en fait, ça va partir. Après, c'est juste mon avis. Ça va partir de plus en plus vers des coachs personnels. Déjà en NBA, il y a pas mal de joueurs qui ont leur propre coach. Déjà, nous ici, dans le staff, enfin, dans notre équipe, on a un ou deux joueurs qui ont leur propre coach. On a un joueur qui a son coach qui est tout le temps ici, un autre qui est en visio, mais qui s'entraîne avec l'équipe, mais qui fait son extra. Et par exemple, le coach, enfin, le joueur qui a son propre coach, lui, en fait, il est tout le temps pris en charge par son préparateur physique, en fait.
Ok. Après, il fait tout ce qui est échauffement et tout ça, il le fait avec l'équipe, mais tout ce qui est les séances de musculation et tout, donc il le fait avec son coach. Et je pense que on va partir dans cette voie-là, quoi. C'est l'impression que j'ai. Ouais. Toi, t'en penses Les quoi? joueurs. Ouais, je pense. Après, c'est un sport collectif, donc c'est à la musculation, justement. Quand on a des séances de préparation physique, ben, c'est là aussi qu'on crée des liens, Mhm. qu'on souffre ensemble, comme on dit. Donc, c'est la chimie du groupe qui est importante. Mais après, je comprends aussi que chacun a besoin de travailler individuellement, même si on essaye de plus en plus à avoir des programmes individuels. Mais je pense que c'est pas, il faut avoir 4-5 préparateurs physiques pour vraiment pouvoir s'occuper individuellement de chaque gars. Nous, on est ici 14 joueurs, on a un préparateur physique, et même si Simon, mon collègue et moi, on a aussi la double casquette, on essaie de l'aider un peu, mais c'est quand même compliqué d'être focus sur un seul Eh oui. joueur et de s'occuper de lui. Donc, Ouais, ouais. Ça, depuis combien de temps ça existe au sein de l'AS Monaco, cette collaboration avec les staffs extérieurs? Bedimon, donc lui, il est arrivé il y a 3 ans et dès le départ, en fait, lui, c'est dans son contrat. Il voyage tout le temps, ça fait 5 ans qu'il travaille avec son coach, donc dans tous les clubs où il va, donc il impose son préparateur physique. Après, le gars, il est très abordable, donc on échange beaucoup avec lui, donc c'est vraiment c'est un plus pour l'équipe aussi, quoi. Pour Ouais, nous, en parce tout que cas, du parce que, coup, ça voilà. crée véritablement du lien, au lieu que ça soit fait en catimini et que on ferme les yeux, mais en fait, ça existe, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ouais. C'est ça que je trouve assez intéressant. Et je pense que là-dessus, les autres sports ont à apprendre du basket via la grosse culture américaine qu'il y a forcément dans ce sport. Vu que, comme tu parlais de NBA, là-dessus, là-bas, ça se fait depuis de nombreuses années où je sais que les staffs, ils sont vraiment très inclusifs. Et tu parlais de préparateur physique, c'est uniquement des prépas physiques ou il y a aussi des kinés, des ostéos ou autres? Mais chez nous, en tout cas, il y a juste le préparateur physique. Je sais bien que l'année passée, il y avait un joueur en fait qui avait un ostéo qui venait le voir. Mais il y a pas vraiment de paramédical ou de médical qui est un plan à temps plein avec un joueur seulement. Comme c'est pour le préparateur physique en question, en tout cas. Ok. Ouais, mais je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Je vais d'ailleurs bientôt avoir Sébastien Morin sur le podcast. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il a travaillé. Ouais, mais il est venu travailler l'année passée en fait avec justement avec un de nos joueurs, avec Ok. Adrien. Ouais, Morvan. ouais, ouais. Je sais qu'il Ouais, travaille avec lui. ouais, Ok, ouais. exactement. Bah écoute, ce sera intéressant de discuter avec lui parce que lui, je sais qu'il fait ça depuis très longtemps, notamment aux États-Unis, avant que ça soit plus développé en Europe. Mais c'est génial. Zlatan, quel serait ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif? Je pense qu'il faut investir dans soi. Il faut pas léser sur le moyen pour investir. Je trouve que les Européens n'ont pas cette culture que les Américains ils ont justement pour se payer un préparateur physique pendant l'été ou un kiné ou justement pour essayer d'améliorer ses performances. C'est quelque chose qui va plus se développer. Donc oui, investir en soi. Mais j'ai l'impression, après, c'est juste une impression, que les Américains, quand même, ils sont vachement plus bosseurs, en fait, pendant la trêve que les Européens. J'ai l'impression que les Européens, en fait, une fois que les saisons sont finies, bah, c'est les vacances, c'est bon, on va partir 3-4 semaines en vacances, et puis la préparation, ben, on va se préparer avec tout le monde, quoi. Je Même vois. si de plus en plus les mentalités sont en train de changer, mais quand je parle souvent avec les Américains, ben, je leur demande qu'est-ce que vous faites pendant l'été. Ben, souvent, ils se réveillent à 6-7 heures du matin. En fait, ils enchaînent la musculation, leur basket, et puis après, ils font leur journée, quoi, tu vois. Alors que les Européens, c'est les vacances, quoi. Ouais. Et ça change quand même. C'est vrai que c'est une énorme différence et Je veux- l'éthique de travail. Mais après, les Américains, en fait, quand tu regardes, c'est le collège, en fait, qui ont amené cette éthique de travail, en fait, tu vois. Donc, parce qu'eux,
ils ont l'habitude de se réveiller à 6 heures du matin, enchaîner le basket, la muscu, aller en cours et puis faire du basket de nouveau après. Alors qu'ici, en Europe, c'est pas comme ça qu'il fonctionne le domaine du basket quoi, quand on est jeune. Donc, Hmm. je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Ouais. C'est l'éthique qui est imposée. Ouais, carrément, je vois. Je vais te poser la dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Peter Samples, c'est un peu mon mentor. Ok, C'est vrai qu'il n'est pas très connu sur les réseaux et tout, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup à montrer et à transmettre. ok. Il est dans quel domaine? Il est aussi, en fait, il est aussi préparateur physique et kiné. Il a travaillé au Spiro Charleroi à Bilbao. Et Ok, ça fait 20 ans, je crois qu'il est kiné et préparateur physique de l'équipe nationale belge de basketball, justement. Là, il vient de faire une pause, donc il est aussi dans le basket. génial. Eh ben, parfait. Je le contacterai de ta part. Comme d'ailleurs, j'ai été connecté avec toi grâce à Louis Bourlier qui bosse au sein de Bourges. Et c'est un réel plaisir d'avoir discuté avec toi. Euh, Bourg. Bourg, autant pour moi. D'ailleurs, Euh, je sais pas s'il t'a dit, en fait, même si c'est Bourg-en-Bresse, en fait, ça se prononce Bourg, apparemment, donc c'est important. Pour les Ok, gens de Bourg, c'est super exactement. important. Mais je le saurai pour la prochaine fois. Mais à culpa, en plus, pour le coup, c'est pas très loin de ma ville natale, donc autant pour moi. Zlatan, je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci en tout cas de m'avoir invité, ça fait un plaisir. C'était mon premier podcast, donc j'étais un peu stressé, mais tu m'as mis bien à l'aise, donc c'était vraiment sympa. Donc merci beaucoup pour cette invitation et j'espère que je vous ai fait découvrir un peu le Driving. Eh ben écoute, moi j'ai en tout cas appris certaines choses, donc c'est top. Je suis sûr que nos auditeurs en apprendront encore plus parce que j'imagine que tout le monde n'est pas adepte de ce genre de technique. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Zlatan, et ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ce premier podcast pour toi. N'oubliez pas de vous abonner au Squat de la Performance sur YouTube et votre plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18 h. D'ici là, je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir dans votre sport. Force!